Tout ce que vous croyez savoir sur cet animal est faux. On vous a dit qu'il était rusé. On vous l'a répété dans les fables, dans les contes, dans les proverbes. Mais la ruse, c'est un instinct. Ce que fait cet animal va bien au-delà. Il ment. Il fabrique de faux signaux pour tromper un loup. Il simule sa propre mort pendant 2 heures, sans bouger, sans respirer, jusqu'à ce que le chasseur le mette dans un sac et s'en aille. Alors il se relève et disparaît. Bienvenue sur Planète Animal. Aujourd'hui, nous parlons du renard roux, autrement dit vulpe vulpe, le prédateur sauvage le plus répandu de la planète. Restez jusqu'à la fin. À la moitié du film, je vous raconterai comment un chasseur finlandais a mis un renard mort dans un sac et comment ce sac s'est retrouvé vide 2 heures plus tard. Cela va changer votre regard sur ce que signifie survivre. On dit de lui qu'il est rusé. C'est insuffisant. On dit de lui qu'il est malin. C'est imprécis. Ce que les zoologues découvrent depuis une vingtaine d'années dépasse de très loin le portrait que les fables nous ont légué. Le renard roux ne se contente pas de réagir à son environnement. Il l'analyse, il le mémorise, il le manipule. Et la différence entre ces deux façons d'exister dans le monde est exactement ce qui sépare un animal ordinaire d'un animal que la science commence à peine à comprendre. Mais reprenons dans l'ordre. Imaginez un chien domestique placé devant un problème simple. Un jouet est caché sous l'un de 3 gobelets. Le chien a vu où on l'a mis. Que fait-il? Dans la majorité des cas, il se tourne vers son maître. Il cherche un indice dans le regard humain, un geste, une direction. Il attend qu'on lui montre. Placez un renard devant le même dispositif. Le renard ne vous regarde pas. Il regarde les gobelets. Il choisit. Et il choisit correctement dans 70 à 80% des cas, même lorsqu'on ajoute un 4e gobelet pour compliquer l'épreuve. Ce résultat ne signifie pas que le renard soit plus intelligent que le chien. Cela signifie qu'il est intelligent autrement. Le chien a évolué pendant des milliers d'années aux côtés de l'homme. Son intelligence est sociale, tournée vers la coopération. Le renard a évolué seul. Son intelligence est autonome, tournée vers la résolution de problèmes sans aide extérieure. Pensez-y un instant. 2 membres de la même famille zoologique, les canidés, et 2 stratégies cognitives radicalement opposées. Des chercheurs allemands ont mesuré cette différence en laboratoire. Ils ont proposé à des renards et à des chiens une série de tâches impliquant un raisonnement de cause à effet. Trouver de la nourriture en tirant sur une ficelle, en soulevant un couvercle, en contournant un obstacle transparent. Les chiens réussissaient mieux les épreuves sociales, celles qui demandaient de lire un signal humain. Les renards réussissaient mieux les épreuves physiques, celles qui demandaient de comprendre comment un mécanisme fonctionne. Ce qui m'a frappé dans ces résultats, c'est la constance. Le renard ne procède pas par hasard. Il observe, il teste, il corrige. Chaque tentative est plus précise que la précédente. Et voici un détail que je trouve encore plus remarquable. Les renards ayant grandi en milieu urbain obtiennent de meilleurs résultats dans ces tests cognitifs que leurs cousins de la forêt. La ville, avec ses obstacles imprévisibles, ses poubelles à ouvrir, ses clôtures à contourner, ses humains à évaluer, fonctionne comme un gymnase pour le cerveau. Plus l'environnement est complexe, plus le renard développe sa capacité à résoudre les problèmes nouveaux. Le cerveau se muscle exactement comme un tissu vivant, soumis à un effort croissant. Ce cerveau, d'ailleurs, mérite qu'on s'y arrête. Il pèse environ 53 grammes. C'est à peu près le poids d'un œuf de poule. Mais sa structure interne est loin d'être banale. La région frontale, celle qui chez les mammifères est associée à la prise de décision, à l'évaluation des risques et à la planification, est particulièrement développée chez le renard par rapport aux autres canidés de taille comparable. C'est dans cette zone que se joue l'essentiel de ce qui rend le renard différent. Non pas un instinct plus affûté, mais une capacité à peser les options avant d'agir. Regardons à présent l'animal dans son ensemble. Le renard roux mesure de 45 à 90 cm du museau à la base de la queue. Son poids varie de 3 à 10 kg, à peu près celui d'un chat domestique bien nourri. Sa queue touffue, que les naturalistes appellent la brosse, atteint presque la longueur du corps. Elle n'est pas décorative. Elle sert de balancier dans les virages serrés à pleine course, de couverture thermique lorsque le renard s'enroule par -20 degrés et de sémaphore dans la communication avec ses congénères.
Un seul organe, 3 fonctions. C'est une économie de moyens que l'on rencontre rarement chez un mammifère terrestre. Son aire de répartition est un record. Le renard roux occupe la plus vaste étendue géographique de tous les carnivores terrestres. Il vit en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord, au Japon et même en Australie, où l'homme l'a introduit. De l'Arctique au désert, des forêts boréales aux banlieues de Londres ou de Tokyo, il a colonisé chaque zone climatique à l'exception des glaces antarctiques. Aucun autre membre de la famille des canidés n'a accompli cela. Mais cette réussite a un prix. Dans la nature, un renard vit en moyenne de 3 à 5 ans. En captivité, il peut atteindre 14 ans. Pourquoi un tel écart? La réponse n'est ni les prédateurs ni les maladies. La première cause de mortalité chez le renard roux est la faim durant le premier hiver. Les jeunes renards quittent le terrier familial à l'automne. Ils savent marcher, courir, flairer, mais ils ne savent pas encore chasser avec suffisamment d'efficacité pour traverser les mois les plus froids. Ceux qui passent ce premier hiver survivent longtemps. L'épreuve est binaire, on la franchit ou on disparaît. Et puis, il y a la fourrure. Dans une même portée peuvent naître des renardeaux roux, bruns, gris et presque noirs. Ce n'est pas une anomalie, c'est une stratégie génétique du vivant. Si l'environnement change brusquement, si la neige arrive plus tôt ou si la forêt recule, au moins une partie de la portée sera mieux camouflée que les autres. La diversité des couleurs dans une même famille est une assurance contre l'imprévisible. Chaque renardeau porte une réponse différente à une question que la nature n'a pas encore posée. Voilà donc l'animal tel qu'il est, dépouillé des fables. Pas un filou de conte pour enfants, pas un symbole abstrait de la ruse. Un prédateur solitaire dont le cerveau résout des problèmes que le chien domestique ne sait pas aborder seul, dont la fourrure contient un plan de secours génétique et dont la survie se joue tout entière dans les 4 premiers mois de vie indépendante. Mais le plus étonnant chez le renard n'est pas dans sa tête, c'est dans son museau. 300 millions. C'est le nombre de récepteurs olfactifs logés dans le museau d'un renard roux. Vous en possédez entre 5 et 6 millions. Le rapport est vertigineux, mais le chiffre seul ne dit rien. Ce qui compte, c'est ce que le renard fait de ces 300 millions de capteurs. Il lit le monde avec son nez. Et ce monde-là, le nôtre, celui que nous percevons par les yeux et par les oreilles, n'est qu'une version appauvrie de celui dans lequel vit le renard. Que perçoit-il exactement? Quel genre de réalité se construit un animal dont le sens dominant n'est ni la vue, ni l'ouïe, mais l'odorat? La réponse commence sous la neige. Un champ en janvier, 40 cm de poudreuse tassée par le gel. Sous cette couche, une souris des champs court le long d'un tunnel invisible. Aucun mouvement en surface, aucune trace. Pourtant, le renard s'arrête. Il a senti la souris. À travers la neige, à travers la terre gelée, à travers l'air saturé de froid qui devrait anesthésier toute molécule odorante. Il l'a senti. Des observations de terrain confirment que le renard détecte un rongeur enfoui sous 20 cm de sol durci et qu'il retrouve la trace olfactive d'un congénère passé au même endroit 3 jours plus tôt. 3 jours. Imaginez ce que cela signifie. Vous passez dans une rue et 72 heures plus tard, quelqu'un sait encore que vous étiez là. À quelle heure, dans quel état de fatigue et si vous aviez mangé récemment. C'est exactement ce que fait le renard avec chaque prasse qu'il croise. Le museau du renard est une architecture biologique d'une précision remarquable. Les 300 millions de récepteurs ne sont pas disposés au hasard. Ils tapissent une muqueuse olfactive repliée sur elle-même en volutes serrés, ce qui multiplie la surface de contact avec l'air inspiré. Chaque inspiration est un prélèvement chimique. Chaque molécule captée est identifiée, comparée, classée. Le renard ne sent pas une odeur globale comme nous sentons un parfum en entrant dans une pièce. Il décompose. Il sépare les couches. Ici, le passage d'un blaireau. Là, l'urine d'une renarde en chaleur. En dessous, la signature d'un mulot mort depuis 2 jours. Tout cela dans la même bouffée d'air. Je l'avoue, c'est le fait qui m'a le plus durablement marqué dans toute la biologie du renard. Non pas un sens plus développé que le nôtre, mais un sens qui ouvre l'accès à une dimension entière de la réalité dont nous ignorons l'existence.
Nous vivons dans un monde de formes et de couleurs. Le renard vit dans un monde de signatures chimiques. Pour lui, chaque être vivant, chaque objet, chaque lieu possède un portrait olfactif unique, aussi reconnaissable pour son cerveau qu'un visage l'est pour le nôtre. Des chercheurs ont vérifié cette capacité de discrimination par une expérience simple. Ils ont déposé devant des renards captifs des objets imprégnés de l'odeur de congénères inconnus, puis des objets portant l'odeur de renards voisins que les sujets côtoyaient régulièrement. Les réactions différaient nettement. Face à l'odeur inconnue, le renard inspectait longuement, marquait son propre territoire autour de l'objet, adoptait une posture de vigilance. Face à l'odeur familière, l'inspection était brève, presque distraite. Le renard ne distinguait pas simplement le connu de l'inconnu. Il évaluait le degré de familiarité. Sa mémoire olfactive fonctionnait comme un répertoire social, une carte des relations inscrite dans les molécules. Et l'ouïe ? Elle aussi dépasse largement la nôtre, mais d'une manière différente. Le renard entend les basses fréquences avec une acuité exceptionnelle. Le froissement des pattes d'un campagnol sur la terre gelée, sous 40 cm de neige, produit un son si faible qu'aucun instrument portatif courant ne le capte à cette distance. Le renard, lui, l'entend, le localise et bondit. Ses oreilles triangulaires pivotent indépendamment l'une de l'autre, comme deux antennes paraboliques montées sur rotule. C'est un système de triangulation sonore en temps réel. Le renard ne tourne pas la tête pour écouter. Il oriente une oreille vers la source, garde l'autre en surveillance et calcule la position exacte du son à quelques centimètres près. Rappelez-vous ce détail. Il sera important lorsque nous parlerons de la chasse. La vue, en revanche, n'est pas le sens dominant. Le renard voit bien dans la pénombre grâce à une densité élevée de bâtonnets dans sa rétine et à un tapetum lucidum, cette couche réfléchissante au fond de l'œil qui donne aux yeux des animaux nocturnes leur éclat dans les phares. Mais sa perception des détails statiques est médiocre. Un lapin immobile à 5 mètres peut échapper à son regard. Un lapin en mouvement à 50 mètres, non. Le renard est câblé pour détecter le déplacement, pas la forme. C'est une vision de chasseur crépusculaire, optimisée pour le moment précis où la proie trahit sa présence par un geste. Cela explique un comportement que les zoologues observent régulièrement. Lorsqu'un renard rencontre un objet inconnu, il ne le regarde pas longtemps. Il le renifle. Si l'objet n'a pas d'odeur biologique, le renard perd tout intérêt en quelques secondes. Un reflet dans un miroir, par exemple, le trouble brièvement, puis il s'en détourne. Non pas parce qu'il se reconnaît ou ne se reconnaît pas, mais parce qu'un être sans odeur dans le monde du renard n'existe tout simplement pas. L'image sans la molécule est un fantôme. Elle ne mérite pas d'attention. Voilà l'univers sensoriel dans lequel évolue le renard. Un univers où le nez remplace les yeux, où chaque bouffée d'air contient autant d'informations qu'une page entière de texte, où l'oreille localise une proie invisible à travers un demi-mètre de matière solide. Ce n'est pas simplement un animal au sens plus aiguisé, c'est un animal qui habite une version du monde radicalement différente de la nôtre, aussi riche, aussi détaillée, mais construite sur d'autres fondations. Et ce monde-là, le renard ne l'a pas toujours habité. Il a fallu des dizaines de millions d'années pour le bâtir. Il y a 40 millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui le sud-ouest du Texas, un petit animal à pattes fines courait entre les fougères d'une forêt subtropicale. Il pesait à peine quelques kilogrammes, à peu près le poids d'un lapin. Son museau était allongé, ses doigts serrés et parallèles, ses griffes non rétractiles. Il ne ressemblait ni à un chien ni à un renard, mais il portait déjà dans son squelette la combinaison de traits que les paléontologues utilisent pour identifier un canidé. Son nom scientifique est Prohesperotion wilsoni, et il est le plus ancien membre confirmé de la famille des canidés jamais découvert. Tout commence avec lui. Mais entre ce coureur du Texas et le renard roux qui traverse aujourd'hui les banlieues de Paris, il y a un gouffre de temps. Et dans ce gouffre, 2 lignées entières de canidés ont disparu sans laisser de descendants. Pourquoi elle et pas la troisième ? Remontons encore un peu. 50 millions d'années avant notre époque, à la fin du Paléocène, un groupe de petits mammifères carnivores, appelés myacidés, occupait les forêts chaudes de l'hémisphère nord. Ils ressemblaient vaguement à des martres, griffes acérées, corps souple, régime de chasseurs solitaires.
De ces myacidés sont issues les deux grandes branches de l'ordre des carnivores modernes. Les féliformes, d'un côté, qui donneront les chats, les hyènes, les mangoustes, et les caniformes, de l'autre, qui donneront les ours, les phoques, les mustélidés et bien sûr, les canidés. La séparation a eu lieu il y a environ 50 millions d'années. C'est une distance temporelle difficile à concevoir. Si vous comprimiez toute l'histoire de la vie terrestre en une seule journée de 24 heures, ces 50 millions d'années occuperaient les 16 dernières minutes. 16 minutes. Et dans ces 16 minutes, tout s'est joué. La famille des canidés, une fois distincte, s'est rapidement divisée en trois sous-familles. Les Hesperocyoninés sont apparus les premiers, canidés primitifs d'Amérique du Nord qui ressemblaient davantage à des civettes qu'à des loups. Puis les Borophaginés, que les paléontologues surnomment parfois les chiens broyeurs d'os, des prédateurs massifs aux mâchoires puissantes, capables de broyer les carcasses comme le font aujourd'hui les hyènes. Et enfin les caninés, la lignée des loups, des chacals, des coyotes, des chiens domestiques et des renards. Trois stratégies évolutives, trois paris sur l'avenir. Les deux premiers paris ont échoué. Les Hesperocyoninés ont disparu il y a environ 15 millions d'années. Les Borophaginés se sont éteints il y a environ 2 millions d'années. Dans les deux cas, les chercheurs observent le même schéma. Ces lignées se sont progressivement spécialisées dans un régime hypercarné, une alimentation composée presque exclusivement de viande. Leurs corps sont devenus plus grands, leurs mâchoires plus lourdes, leur dépendance à la grande faune plus absolue. Et quand les proies ont changé, quand le climat a bouleversé les écosystèmes, elles n'ont pas pu s'adapter. Trop spécialisées, trop dépendantes d'un seul type de ressources. La troisième lignée, celle des caninés, a survécu. Et je suis convaincu que la raison tient en un mot: flexibilité. Les caninés n'ont jamais misé sur la puissance brute, ils ont misé sur la polyvalence. Manger de tout, chasser seul ou en groupe, courir vite ou longtemps, s'adapter au froid, au chaud, au sec, à l'humide. C'est dans cette lignée de généralistes que le genre Vulpe est né, il y a environ 10 millions d'années, quelque part dans le vieux monde. Imaginez un instant la scène. Le Miocène. Les forêts reculent, les prairies s'étendent, le climat aussi entre des périodes chaudes et des glaciations naissantes. Dans cet environnement instable, un petit canidé au museau pointu et aux pattes courtes commence à occuper une niche que personne ne convoite. Il ne chasse pas le gros gibier, il ne court pas en meute. Il attrape des souris, des insectes, des baies. Il se faufile. Il dort dans des terriers abandonnés par d'autres. Il mange ce qui se présente. Ce n'est pas un prédateur dominant, c'est un opportuniste silencieux. Et c'est précisément cette discrétion qui lui a permis de traverser les âges. Le renard roux tel que nous le connaissons, Vulpe vulpe, est apparu en Eurasie et a migré vers l'Amérique du Nord par le détroit de Bering pendant les glaciations du Pléistocène, il y a entre 1 million et 500 000 ans. Les ponts terrestres créés par la baisse du niveau des mers lui ont ouvert un continent entier. Mais il n'était pas seul. Les loups ont emprunté la même route, les ours aussi. La différence, c'est que le renard n'avait besoin ni de vastes territoires, ni de grandes proies. Un terrier sous une racine, quelques campagnols par jour, et il tenait. Pendant que les géants dépendaient de troupeaux entiers de cerfs ou de bisons, le renard se contentait de l'équivalent d'une poignée de nourriture quotidienne. Pensez-y. Un animal qui pèse le poids d'un sac de course modeste a traversé les glaciations qui ont tué les mammouths. Ce qui me fascine, c'est que cette même stratégie de polyvalence se lie aujourd'hui dans la diversité du genre Vulpe à travers le monde. Le renard polaire a poussé la logique thermique à son extrême. Une fourrure si dense qu'elle isole à moins 70 degrés, des pattes recouvertes de poils jusque sous les coussinets, un pelage qui change de couleur 2 fois par an. Le fennec a pris le chemin opposé, des oreilles démesurées pour évacuer la chaleur, un métabolisme ralenti de 30%, un cœur plus petit de 40% que celui d'un animal de taille comparable, et la capacité de vivre des mois sans boire une goutte d'eau. Le renard gris d'Amérique du Nord, lui, a conservé un trait archaïque que tous les autres canidés ont perdu. Des griffes semi-rétractiles qui lui permettent de grimper aux arbres et de sauter de branche en branche, comme un chat. Un même plan ancestral, des solutions radicalement différentes. Et puis, il y a le renard tibétain, avec son visage carré et son regard plissé,
perchés entre 2500 et 5000 mètres d'altitude, qui chassent des pikas dans un air si pauvre en oxygène que la plupart des mammifères de plaine y perdraient connaissance. Chacun de ces renards est une réponse à une question posée par un milieu particulier. Et chaque réponse fonctionne. Mais c'est le renard roux qui est allé le plus loin. Non pas en se spécialisant, mais en refusant de le faire. Là où le phénix s'est perfectionné pour le désert et le renard polaire pour la banquise, le renard roux est resté celui qui mange tout, vit partout, dort n'importe où et résout chaque problème nouveau avec les outils qu'il a sous la patte. C'est un généraliste absolu. Et dans l'histoire de l'évolution, les généralistes absolus sont ceux qui durent. Reste à comprendre comment ce généraliste, justement, utilise ses outils au quotidien. Et c'est dans la chasse que cela devient le plus spectaculaire. Un champ de neige en janvier. Silence absolu. Le renard est immobile, le museau pointé vers le sol, les oreilles dressées et inclinées vers l'avant. Sous ses pattes, 40 centimètres de poudreuse tassée par le gel. En dessous, un campagnol court le long d'un tunnel invisible. Le renard ne le voit pas. Il ne le sent pas à cette profondeur, pas à travers cette épaisseur de neige comprimée. Il l'entend. Le froissement des pattes sur la terre gelée, le grattement d'une griffe contre une racine. Des sons si faibles qu'un microphone de terrain ordinaire ne les capterait pas à cette distance. Le renard, lui, les localise au centimètre près. Alors il bondit. Le mouvement est vertical, presque absurde. Le renard s'élance en arc de cercle, les pattes antérieures plaquées contre la poitrine, le corps tendu comme un ressort. Au sommet de la trajectoire, il bascule et plonge tête la première dans la neige. Le museau s'enfonce, les pattes avant suivent, le corps disparaît à moitié. Quand il se relève, il tient un campagnol entre les dents. Cette technique s'appelle le mulottage. C'est le geste de chasse le plus caractéristique du renard roux, celui que les naturalistes filment depuis des décennies et qui ne cesse de poser la même question. Comment un animal peut-il atteindre une telle précision en frappant à l'aveugle à travers une couche de matière opaque? La réponse est venue de Prague, et elle a stupéfié la communauté scientifique. En 2011, une équipe de chercheurs tchèques, dirigée par Hinek Červený, a publié dans la revue Biology Letters les résultats d'une étude portant sur 84 renards et 591 sauts de mulottage observés en conditions naturelles. Le constat était le suivant. Lorsque le renard s'orientait face au nord-est magnétique, son taux de réussite atteignait 74%, presque 3 captures sur 4. Dans toutes les autres directions, le taux chutait à 18%, pas une légère différence, un gouffre. Pensez-y un instant, l'animal ne choisit pas une direction au hasard, il aligne son corps avec le champ magnétique terrestre avant de bondir. Et cet alignement quadruple sa précision. Pourquoi le nord-est? L'hypothèse avancée par les chercheurs est que le renard utilise le champ magnétique comme un télémètre. En s'orientant toujours dans la même direction par rapport au nord magnétique, il crée un repère fixe qui lui permet de calculer la distance exacte entre ses oreilles et la source du son. L'angle d'inclinaison du champ magnétique, combiné avec l'angle du son capté, lui donnerait une coordonnée de profondeur fiable. Ce qui m'a frappé lorsque j'ai découvert cette étude, c'est l'échelle du phénomène. Avant cette publication, la magnétoréception était un domaine réservé presque exclusivement aux oiseaux migrateurs. Les rouges-gorges, les pigeons voyageurs, les sternes arctiques utilisent le champ magnétique pour naviguer sur des milliers de kilomètres. Et voici un carnivore terrestre de la taille d'un chat domestique qui utilise le même mécanisme physique, non pas pour migrer, mais pour attraper une souris sous la neige. Le même outil, un usage radicalement différent. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie évolutive. Mais le mulottage n'est qu'une des stratégies du renard. Arrêtons-nous sur une autre. Lande de bruyère en Angleterre. Un lapin broute au bord de son terrier. À 30 mètres, un renard se couche à plat, presque fondu dans l'herbe rase. Il commence à ramper, lentement, sans un mouvement brusque. Le lapin tourne la tête vers lui, le renard se fige. Immobilité totale. Le lapin se rassure, baisse le museau, reprend sa mastication. Le renard avance de nouveau, centimètre par centimètre. Cela peut durer plusieurs minutes. Cette technique s'appelle l'approche furtive. Elle exige du renard une capacité cognitive précise,
suivre le vecteur du regard d'un autre animal et comprendre quand il se trouve dans son angle mort. Le lapin voit presque à 360 degrés, mais pas tout à fait. Le renard exploite cette faille étroite. Il avance quand les yeux du lapin pointent ailleurs. Il s'arrête quand ils reviennent vers lui. Imaginez la concentration nécessaire. Lire en temps réel l'orientation du regard d'un animal dont la survie dépend de sa vigilance et ajuster chaque geste en conséquence. Et puis, il y a la chasse au lièvre. Ici, pas d'approche silencieuse. Le lièvre est trop rapide. Un lièvre européen atteint 70 km/h en pointe, à peu près la vitesse d'une voiture sur une route départementale. Le renard plafonne à 50. La course directe est perdue d'avance. Alors le renard ne court pas derrière. Il coupe les angles. Il anticipe la trajectoire du lièvre, prédit où celui-ci va tourner et se place en avance sur le point de passage. Ce comportement suppose une capacité à modéliser le déplacement d'un autre être vivant, à projeter dans l'espace un parcours qui n'a pas encore eu lieu. C'est un calcul prédictif, et il se produit à pleine course, en quelques secondes, dans le cerveau d'un animal dont le crâne tient dans la paume de votre main. Reste la question de l'après. Le renard attrape plus qu'il ne mange. En automne, il crée des dizaines de caches alimentaires par jour. Une souris ici, un scarabée là, un morceau de charogne sous une racine. Il creuse une cavité peu profonde, dépose la proie, recouvre de terre et de feuilles, et repart. Des semaines plus tard, en plein hiver, sous la neige, alors que le paysage a changé, il revient à l'emplacement exact et déterre son stock. Des chercheurs de l'université d'Oxford ont marqué ces caches et vérifié. Le renard les retrouve avec une précision d'environ 80%. Mais le détail le plus saisissant, c'est qu'il ne se contente pas de savoir où il a caché quelque chose. Il sait quoi. Si deux caches sont à distance égale, l'une contenant une souris et l'autre un insecte, le renard affamé ira d'abord à celle qui contient la souris. Le renard rassasié ira à l'insecte. C'est ce que les scientifiques appellent la mémoire épisodique, la capacité de stocker une information complète sur un événement précis, quoi, où et quand. Longtemps, on a pensé que cette capacité était exclusivement humaine. Puis on l'a découverte chez les geais, des oiseaux de la famille des corvidés, puis chez le renard. Le cerveau trouve toujours un chemin vers les mêmes solutions. Et si l'on compte ce que le renard doit capturer pour simplement rester en vie, on comprend pourquoi chacune de ces stratégies est essentielle. Les études de terrain montrent que les rongeurs représentent entre 80 et 85% de son alimentation. Pour se nourrir correctement, un renard doit attraper une vingtaine de campagnols et de mulots par jour. 20 prises quotidiennes, chacune exigeant une localisation sonore, un calcul de distance, un saut précis. C'est un travail au sens le plus strict du terme. Mais le renard ne chasse pas toujours seul, et son partenaire le plus inattendu est un oiseau noir qui le surveille depuis le sommet des arbres. À l'université d'Exeter, au sud-ouest de l'Angleterre, une équipe de biologistes a enregistré et analysé plus de 700 vocalisations de renards roux sur plusieurs années. En classant ces sons par contexte, par fréquence, par durée et par intensité, ils ont abouti à un résultat que peu de gens soupçonnent. Le renard roux dispose de plusieurs dizaines de vocalisations distinctes, chacune associée à une situation précise. Avertissement d'un danger, appel d'un partenaire, signal au renardeau pour qu'il regagne le terrier, menace adressée à un intrus. Et ce que les chercheurs décrivent comme un cri de retrouvailles, émis lorsqu'un renard rejoint un congénère familier après une absence. Les biologistes d'Exeter ont constaté qu'un observateur entraîné pouvait déterminer le sexe, l'âge approximatif et l'état émotionnel d'un renard uniquement par sa voix. Mais comment un animal que l'on décrit comme solitaire peut-il avoir besoin d'un vocabulaire aussi riche? À qui parle-t-il? Et pourquoi? La réponse tient dans une distinction essentielle. Le renard est un chasseur solitaire. Ce n'est pas un animal solitaire. Il chasse seul, oui, parce que ses proies sont trop petites pour être partagées. 20 campagnols par jour nourrissent un renard, pas deux. Mais en dehors de la chasse, le renard maintient un réseau de relations sociales d'une complexité que l'on a longtemps sous-estimée. Il forme des couples stables pour une saison, il élève ses petits à deux, il tolère des voisins aux frontières de son territoire, il négocie, menace,
apaise, signale. Et pour tout cela, il a besoin d'un langage. La voix n'est d'ailleurs que l'un de ces trois systèmes de communication. Le deuxième est le corps. La position de la queue, l'inclinaison des oreilles, la posture générale transmettent des informations immédiates lors des rencontres directes. Une queue basse et des oreilles couchées signalent la soumission. Une queue horizontale et un regard fixe signalent la confrontation. Mais c'est le troisième système qui est le plus remarquable, parce qu'il fonctionne en l'absence totale de l'émetteur. Le marquage olfactif. Chaque nuit, le renard parcourt les limites de son territoire et dépose des marques à chaque point remarquable. Arbres, pierres, touffes d'herbe, poteaux. Ces marques ne disent pas simplement « quelqu'un est passé ici », elles contiennent un message chimique détaillé. Qui, quand, quel sexe, quel état de santé. Et, pour les femelles, si elles sont en période de reproduction. C'est un journal intime écrit en molécules, lisible par tout renard qui passe, pendant plusieurs jours après le dépôt. Rappelez-vous les 300 millions de récepteurs olfactifs. Voici à quoi ils servent dans la vie sociale. Le territoire d'un renard en forêt couvre de 2 à 10 km², à peu près la surface d'un village et de ses champs alentours. En ville, il se réduit considérablement, entre 0,3 et 1 km², parce que la densité de nourriture est plus élevée et qu'il n'est plus nécessaire de marcher loin pour manger. Les territoires voisins se chevauchent parfois sur les bords, mais la zone centrale, celle qui entoure le terrier, est défendue avec rigueur, et la défense ici passe rarement par le combat. Elle passe par l'information. Un voisin expérimenté sait lire la fraîcheur d'une marque. Si l'odeur est récente, le propriétaire est dans les parages. Mieux vaut ne pas insister. Si la marque est ancienne, le passage est possible. C'est un système de régulation des conflits qui fonctionne sans contact physique, sans blessure, sans dépense d'énergie. Une frontière faite de chimie. Et lorsqu'un renard meurt ou quitte son territoire, les voisins le savent. Pas parce qu'ils l'ont vu partir, parce que les marques cessent d'être renouvelées. L'odeur s'estompe. En quelques jours, un nouveau renard arrive, inspecte les traces anciennes et commence à superposer les siennes. Le transfert s'opère sans un affrontement. Je l'avoue, il y a quelque chose de saisissant dans cette idée, un changement de propriétaire territorial chez un carnivore qui se déroule dans le silence complet, sans un grognement, sans une morsure, par la seule disparition progressive d'une odeur. Revenons à la voix. Si vous avez déjà entendu un renard crier en pleine nuit, vous ne l'avez pas oublié. C'est un son qui fait frémir. Quelque chose entre le hurlement d'un enfant et un cri d'oiseau nocturne, aigu, répété, perçant. Ce cri est celui de la saison de reproduction, émis principalement en hiver. Mais les études comparatives ont révélé un fait inattendu. Les renards vivant en milieu urbain crient moins fort et moins souvent que leurs cousins ruraux. Ils ont adapté leur volume au bruit de fond de la ville et au fait qu'un cri trop sonore attire l'attention des humains et des chiens. Le renard urbain est devenu un voisin discret. Il communique toujours, mais à voix basse. Si vous avez déjà croisé un renard dans un parc, dans un jardin, au bord d'une route de campagne, je serais curieux de savoir ce que vous avez observé. L'avez-vous entendu? L'avez-vous vu s'arrêter et vous regarder avant de décider si vous étiez une menace ou un meuble? Racontez-le en commentaire. Ces détails comptent et parfois un témoin voit ce qu'un biologiste n'a pas encore filmé. Vous vous souvenez, au début de ce film, j'ai promis de vous raconter l'histoire d'un chasseur finlandais et d'un sac vide. La voici. En 2019, en Finlande, un chasseur aperçoit une renarde étendue sur le sol en bordure de forêt. L'animal ne bouge pas, ne respire pas. Aucun signe de vie. Le chasseur la soulève, la retourne, vérifie. Rien. Il la met dans un sac, noue le sac et rentre chez lui. 2 heures plus tard, le sac est vide. La renarde a rongé le tissu de l'intérieur et disparu. Elle n'était pas morte. Elle n'était pas blessée. Elle n'était pas inconsciente. Elle faisait ce que les biologistes appellent l'immobilité tonique, un état dans lequel l'animal suspend volontairement tout mouvement visible, ralentit sa respiration au point de la rendre indétectable et maintient cette paralysie apparente aussi longtemps que la menace persiste.
Le terme familier est thanatose, simulation de la mort. On connaît ce mécanisme chez les opossums, chez certains insectes, chez quelques espèces de serpents. Chez un canidé, c'est exceptionnel. Et la durée est ce qui distingue le renard de tous les autres. 2 heures. 120 minutes d'immobilité totale, de respiration quasi imperceptible, de muscles figés, en présence directe d'un prédateur qui le manipule. Ce n'est pas un réflexe bref. C'est un engagement physiologique prolongé, ce qui suggère un degré de contrôle que la simple panique ne peut pas expliquer. Les observations de terrain indiquent que le renard utilise cette stratégie face aux chiens, face aux hommes, parfois face à des rapaces, et qu'il choisit le moment de se relever, en général lorsque la menace est suffisamment éloignée. L'immobilité tonique est une forme de tromperie. Mais ce n'est pas la seule que le renard pratique. Il existe un autre registre de mensonges chez cet animal, plus actif, plus délibéré, et qui touche à une capacité cognitive que les scientifiques ont longtemps cru réservée aux primates. Mais cette histoire commence dans un terrier, au printemps, avec une portée de renardeau qui ouvre les yeux pour la première fois. Flanc de colline boisée, début mars. L'entrée du terrier est un trou circulaire d'une vingtaine de centimètres de diamètre, à peu près la taille d'une assiette à dessert. De la terre fraîchement remuée autour, quelques ouvertures secondaires à 3 ou 4 mètres. À l'intérieur, dans une chambre tapissée de poils et de feuilles sèches, 6 petites masses de fourrure bougent à peine. Les renardeaux sont nés il y a 10 jours. Leurs yeux sont encore fermés. Leur mère est couchée contre eux, attentive au moindre bruit extérieur. Leur père n'est pas là. Il chasse. Il reviendra avec une souris dans la gueule, la déposera devant l'entrée du terrier et repartira. Il fera cela plusieurs fois par jour pendant des semaines. Mais ce qui se passe ensuite dans ce terrier, au fil des mois, ressemble moins à un élevage qu'à une école. Et c'est là qu'apparaît une question que les biologistes n'ont pas fini de trancher. Ce que les parents renards font avec leurs petits relève-t-il du simple instinct ou d'un enseignement structuré? Commençons par les faits. Pendant les 4 premières semaines, la mère allaite et le père approvisionne. La nourriture arrive morte. Les renardeaux mangent. Puis quelque chose change. Le père commence à rapporter des proies vivantes. Une souris étourdie, un campagnol affaibli. Il les dépose devant le terrier et recule. Les renardeaux doivent attraper la proie eux-mêmes. Les premières tentatives sont maladroites. La souris s'échappe, le père la rattrape, la ramène, la repose. Il recommence. Cet exercice se répète quotidiennement pendant des semaines, avec des proies de plus en plus vives, de plus en plus rapides. Les parents ne montrent pas comment faire. Ils créent les conditions pour que les petits apprennent par essai et erreur, dans un cadre contrôlé. C'est une pédagogie du terrain. Lorsque les renardeaux commencent à sortir du terrier, vers l'âge de 4 à 5 semaines, la phase suivante s'enclenche. Les parents cachent de la nourriture à proximité de l'entrée et observent les petits la chercher. Puis ils cachent plus loin, puis encore plus loin. La distance augmente progressivement, comme un périmètre qui s'élargit. Ce qui m'a personnellement frappé dans les descriptions de ce comportement, c'est sa régularité. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas un parent qui abandonne un reste de repas par hasard. C'est une séquence graduée, répétée d'une portée à l'autre, observée dans des populations géographiquement très éloignées les unes des autres. La structure est la même en Écosse, en Allemagne et au Japon. Cela ne prouve pas que le renard planifie consciemment un programme éducatif, mais cela montre que le comportement est suffisamment stable et complexe pour que les chercheurs le qualifient d'enseignement fonctionnel. À l'automne, vers l'âge de 6 mois, les jeunes sont autonomes. L'unité familiale se dissout. Les jeunes mâles partent loin, parfois à 20 ou 40 km du terrier natal, à peu près la distance entre 2 villes moyennes. Les jeunes femelles restent plus proches. Certaines s'installent sur des territoires adjacents à celui de leur mère. Et dans certains cas observés par les biologistes, des filles d'1 an reviennent aider leur mère à élever la portée suivante. Elles apportent de la nourriture aux nouveaux renardeaux, surveillent l'entrée du terrier pendant que la mère chasse. Elles deviennent des auxiliaires, des assistantes maternelles bénévoles, investissant du temps et de l'énergie dans des petits qui ne sont pas les leurs. Pourquoi ?
L'explication la plus répandue est la sélection de parentèle. En aidant ses frères et sœurs à survivre, la jeune femelle transmet indirectement ses propres gènes, puisqu'elle partage avec eux une part importante de son patrimoine génétique. Mais d'autres chercheurs suggèrent un bénéfice plus direct. En assistant sa mère, la jeune renarde acquiert de l'expérience. Elle apprend à gérer un terrier, à nourrir des petits, à coordonner la vigilance avec un autre adulte. Quand viendra son tour, elle sera meilleure mère. L'aide n'est pas seulement un sacrifice, c'est aussi un apprentissage. Autre détail, le terrier lui-même est un ouvrage d'ingénierie. 3 à 5 entrées en moyenne, plusieurs chambres à des profondeurs différentes, des canaux de drainage pour évacuer l'eau de pluie, des conduits de ventilation. La longueur totale du réseau de galeries atteint couramment 10 à 15 mètres. Les terriers les plus anciens, occupés génération après génération, deviennent des labyrinthes de 40 mètres et plus. Imaginez un réseau de tunnels de la longueur d'une piscine olympique, creusé par un animal qui pèse le poids d'un nouveau-né humain. La femelle choisit l'emplacement avec une minutie que les biologistes ont documentée en détail. Elle évalue le drainage du sol. Elle préfère les entrées orientées au sud pour que le soleil réchauffe le seuil. Elle mesure la distance à l'eau et la distance aux constructions humaines. En milieu urbain, les études menées en Grande-Bretagne montrent que les renards creusent volontairement leurs terriers plus près des clôtures de jardin. La raison est pragmatique. Les clôtures bloquent l'accès aux chiens errants. Le renard utilise l'infrastructure humaine comme système de défense passif. Et les renards ne creusent pas toujours eux-mêmes. Ils occupent fréquemment les terriers de blaireaux, dont la taille et l'architecture conviennent parfaitement. Remarquez bien ce qui suit. Dans certains cas, blaireaux et renards cohabitent dans le même réseau de galeries simultanément. Deux familles d'espèces différentes, sous le même toit, occupant des chambres séparées, se croisant dans les couloirs sans conflit notable. Cette cohabitation peut durer des années. Des zoologues l'ont observé et filmé. Le blaireau est plus fort, plus lourd, mais le renard ne le gêne pas. Le renard est plus bruyant, plus agité, mais le blaireau le tolère. Chacun respecte la frontière de l'autre. C'est, à mon avis, l'un des arrangements domestiques les plus improbables du règne animal. Mais le terrier n'est qu'un décor. Ce qui compte, c'est ce que le renard fait à l'extérieur, dans la confrontation quotidienne avec des adversaires plus grands, plus forts et plus nombreux que lui. Et c'est là que son intelligence cesse d'être une curiosité de laboratoire pour devenir un outil de survie en temps réel. Face à un loup, le renard n'a ni la force ni la vitesse. Il n'a que sa tête. Et ce qu'il en fait défie ce que la science croyait possible chez un animal de cette taille. Clairière en forêt, quelque part en Pologne orientale. Un loup de grande taille se tient au-dessus d'une carcasse de sanglier. Il mange. À une dizaine de mètres, un renard roux tourne en cercle lent. Il s'approche, le loup gronde, le renard recule. Puis il revient. Il trotte sur le côté, s'arrête, repart, change de direction. Ses mouvements sont rapides, irréguliers, presque nerveux. Le loup relève la tête pour suivre ce déplacement périphérique. Il gronde de nouveau. Le renard s'éloigne à gauche. Le loup tourne la tête à gauche. Le renard change brusquement de trajectoire, revient par la droite, arrache un morceau de viande et disparaît dans les fourrés. Cela ressemble à de l'audace. C'est autre chose. C'est de la manipulation perceptive. Ce comportement a été documenté à plusieurs reprises par des zoologues de terrain. Le renard crée délibérément du mouvement en périphérie du champ visuel du loup pour forcer son attention dans une direction, puis agit dans la direction opposée. Il exploite un principe fondamental de la cognition des prédateurs. Un carnivore ne peut pas ignorer un mouvement latéral. Son cerveau est câblé pour y répondre. Le renard le sait, au sens comportemental du terme, et il en joue. Mais peut-on vraiment parler de tromperie intentionnelle chez un animal de la taille d'un chat? Est-ce un automatisme perfectionné par l'évolution ou quelque chose de plus? La réponse est venue d'une observation plus troublante encore, rapportée par les zoologues polonais. Un renard, confronté à un loup, près d'une carcasse, a adopté une stratégie différente. Au lieu de tourner autour de l'animal, il s'est éloigné d'une vingtaine de mètres et a commencé à creuser énergiquement dans le sol,
reniflant avec insistance, grattant la terre, tourmant sur lui-même comme s'il avait trouvé quelque chose de précieux. Le loup a observé la scène, puis s'est approché pour vérifier. Il n'y avait rien. Le trou était vide. Le renard avait fabriqué un faux signal d'intérêt pour attirer le loup loin de la nourriture, et pendant que le loup inspectait un sol stérile, le renard avait filé vers la carcasse. C'est un leurre, un mensonge délibéré. Ce type de comportement porte un nom en sciences cognitives. On l'appelle la tromperie tactique. Elle implique que l'animal qui trompe possède une capacité spécifique, comprendre ce qu'un autre être perçoit, anticiper sa réaction, et produire un signal faux pour orienter cette réaction dans une direction choisie. En d'autres termes, le renard doit se représenter ce que le loup voit et ce que le loup va faire en réponse à ce qu'il voit. Les scientifiques appellent cela la théorie de l'esprit. Pendant longtemps, on a considéré que cette capacité était exclusivement humaine. Puis on l'a identifiée chez les chimpanzés, puis chez les corvidés, puis chez les dauphins. Le renard allonge cette liste, et ce qui m'a frappé lorsque j'ai découvert ces observations, c'est que personne ne s'y attendait. Pas chez un canidé solitaire de 5 kg. Pas chez un animal que l'on classait dans la catégorie des prédateurs instinctifs. La science avait sous-estimé le renard, exactement comme les fables l'avaient surestimé, mais dans un autre registre. Et le renard ne ment pas seulement au loup. Les corbeaux et les renards entretiennent, comme nous l'avons vu, une relation de coopération lorsqu'il s'agit de localiser et d'ouvrir des carcasses. Mais cette alliance a ses limites. Si un corbeau vole de la nourriture directement sous le museau du renard, celui-ci mémorise l'identité précise de l'oiseau. Pas les corbeaux en général, ce corbeau-là. Lors de la rencontre suivante, le renard poursuit et chasse l'individu voleur. Les autres corbeaux ne sont pas inquiétés. C'est ce qui s'apparente à une rancune ciblée, fondée sur la reconnaissance individuelle d'un membre d'une autre espèce. Pensez-y. Vous marchez dans une foule de 1000 personnes identiquement vêtues et vous repérez celle qui vous a pris votre portefeuille la semaine précédente. C'est ce que fait le renard avec les corbeaux. Mais l'intelligence du renard ne se limite pas à la duperie et à la confrontation. Elle se manifeste aussi dans un registre que la science a longtemps considéré comme superflu chez les animaux sauvages. Le jeu. Pente enneigée, quelque part en Scandinavie. Un renard adulte monte le talus sur quelques mètres, s'arrête, se retourne, se laisse glisser sur le dos jusqu'en bas. Se relève, remonte, se laisse glisser de nouveau. Cela dure plusieurs minutes. Aucune proie en vue. Aucun partenaire à impressionner. Aucun bénéfice pratique identifiable. Le renard glisse sur la neige, apparemment pour le plaisir de glisser. Ce comportement a été observé à de multiples reprises. En Finlande, un photographe animalier a filmé un renard qui, pendant plusieurs semaines consécutives, se rendait sur un lac gelé et poussait un caillou avec la patte sur la glace. Le caillou glissait, le renard trottait derrière, le rattrapait, le repoussait, regardait la trajectoire. Aucun zoologiste n'a trouvé d'explication fonctionnelle à ce comportement. Pas de nourriture, pas de partenaire, pas d'entraînement à une technique de chasse connue. L'explication la plus sobre que la littérature propose est celle-ci. Le renard était intéressé, le caillou glissait et c'était nouveau, et c'était suffisant. Imaginez un instant ce que cela implique. Chez la plupart des mammifères, le jeu disparaît à l'âge adulte. Il est réservé aux jeunes, qui développent par le jeu les compétences dont ils auront besoin. Une fois ces compétences acquises, le jeu cesse. Le renard adulte, lui, continue de jouer. Il lance des proies mortes en l'air et les rattrape. Il provoque des chiens domestiques en adoptant la posture d'invitation au jeu, patte avant au sol, arrière-train levé, puis bondit en arrière quand le chien approche. Des centaines de vidéos documentent ces interactions dans les parcs urbains d'Europe. Le renard distingue parfaitement un chien joueur d'un chien agressif. Si la réponse est hostile, il disparaît instantanément. Si la réponse est ludique, il reste et relance. Les spécialistes du comportement animal considèrent le jeu chez l'adulte comme un indicateur de complexité cognitive. Jouer exige un surplus de ressources. Un animal qui consacre tout son temps à survivre n'a pas l'énergie de jouer.
S'il joue, c'est qu'il a résolu le problème de la survie avec suffisamment d'efficacité pour qu'il lui reste un excédent. Un excédent de temps, d'énergie, de capacité cérébrale. Le renard vit avec ce surplus, et il l'investit dans la curiosité. La curiosité pour un objet en l'absence de toute récompense alimentaire ou sociale est un trait cognitif rare chez les carnivores. L'intérêt dirigé vers un caillou sur la glace, sans faim, sans peur, sans partenaire, simplement parce que le cerveau a besoin de stimulation nouvelle, rapproche le renard d'un petit nombre d'espèces dont la liste est courte. Les grands singes, les corvidés, les dauphins, les éléphants, certains perroquets. Et un canidé roux de 4 kg qui pousse un caillou sur un lac gelé en Finlande. Mais le renard n'intrigue pas seulement les scientifiques d'aujourd'hui. Il fascine les êtres humains depuis bien plus longtemps que la science n'existe. Et les traces de cette fascination remontent à un lieu inattendu, dans le sable du nord d'Israël, sous les ossements d'un homme mort il y a 16 500 ans. En 2011, dans le nord d'Israël, des archéologues fouillent une sépulture vieille d'environ 16 500 ans. À côté des ossements humains, un squelette complet de renard. L'animal n'a pas été jeté là par hasard. Il a été déposé avec soin, dans la même fosse, dans la même position, au même moment que l'humain. C'est le plus ancien témoignage connu d'un lien délibéré entre un être humain et un renard. Et ce témoignage précède d'environ 1000 ans les premières sépultures connues associant un humain et un chien. 1000 ans avant le chien. Qu'est-ce que les humains du Mésolithique voyaient dans le renard? Que représentait-il pour qu'on le couche dans la tombe d'un mort? La réponse ne se trouve pas dans un seul site archéologique. Elle se lie à travers les millénaires, dans les mythologies de presque toutes les civilisations qui ont cohabité avec cet animal. Et la constante est frappante. Partout, sous toutes les latitudes, le renard incarne la même idée. Non pas la force, non pas la beauté, l'intelligence qui compense la faiblesse. Au Japon, le renard porte le nom de kitsune, et son statut dépasse celui d'un simple animal. Dans la tradition shintoïste, le kitsune est un être capable de prendre forme humaine, un intermédiaire entre le monde visible et le monde des esprits. Les Japonais croyaient que le renard gagnait en sagesse avec l'âge, et qu'à chaque palier de maturité, une nouvelle queue lui poussait. Le renard à 9 queues représentait la sagesse suprême, une créature quasi divine. Ce culte existe depuis plus de 1000 ans. Des sanctuaires lui sont encore dédiés aujourd'hui, gardés par des statues de renards en pierre aux yeux peints en rouge. Ce n'est pas un folklore de musée, c'est une croyance vivante. Dans les sagas scandinaves, le renard occupe une place différente, mais tout aussi révélatrice. Il n'est jamais le plus fort, il est toujours le survivant. Là où le loup incarne la puissance et l'ours la résistance, le renard incarne la victoire par l'esprit. Il ne combat pas, il déjoue. Les peuples du Nord ont observé le même animal que nous, dans les mêmes forêts, et ils ont traduit ce qu'ils voyaient en récits où la ruse vaut mieux que la force. Notons que cette lecture est remarquablement fidèle à la réalité biologique. Un animal de 5 kg qui vole de la viande à un loup de 40 en fabriquant un leurre, c'est exactement ce que décrivent les sagas, des siècles avant que les zoologues ne l'observent avec des caméras. Chez les peuples inuits du Grand Nord canadien et de l'Alaska, le renard est un esprit guide. Il aide les chasseurs à lire la neige et le vent. Cette croyance a un fondement concret que je trouve particulièrement élégant. Dans la toundra, les traces du renard sur la neige indiquent aux chasseurs humains où se cache le gibier. Renards et humains chassaient les mêmes proies dans le même paysage. En suivant les empreintes du renard, le chasseur trouvait les campagnols, les lièvres, les lagopèdes. Le mythe du renard guide n'était pas une invention mystique. C'était la traduction symbolique d'une observation pratique transmise de génération en génération. Mais c'est en France que le renard a accompli un exploit linguistique unique dans l'histoire de la zoologie. Il a changé son propre nom. Au XIIe siècle, un ensemble de récits satiriques en vers commence à circuler dans le nord de la France. On les appellera plus tard le roman de renard. Le personnage principal est un goupil, un renard, nommé Renard. Il trompe le loup Ysengrin, il vole au corbeau Tieslin, il ridiculise le roi noble le lion. Ces récits sont féroces, drôles, subversifs.
Ils moquent la noblesse, le clergé, la justice. Et leur succès est tel qu'en quelques générations, le nom du personnage remplace le nom de l'animal. Avant le roman de Renard, le mot français pour désigner cet animal était goupil, hérité du latin vulpes. Après le roman de Renard, le mot est devenu renard. Pensez-y. Un personnage de fiction si populaire qu'il a effacé un mot vieux de 1000 ans et imposé le sien dans la langue courante. C'est, à ma connaissance, le seul cas dans l'histoire de la langue française où un nom propre littéraire a définitivement remplacé un nom commun zoologique. Rappelez-vous ce fait la prochaine fois que vous prononcerez le mot renard. Vous ne nommez pas un animal, vous appelez un personnage du XIIe siècle. Un siècle plus tard, au XVIIe, Jean de La Fontaine reprend le même animal dans ses fables. Le corbeau et le renard et les raisins, le renard et la cigogne. Chez La Fontaine, le renard est toujours celui qui gagne par les mots, par la patience, par le calcul, jamais par la force. La Fontaine puisait lui-même dans Ésope, dont les fables grecques du VIe siècle avant notre ère mettaient déjà en scène un renard manipulateur. 26 siècles de littérature, d'Ésope à La Fontaine, et le portrait n'a pas changé. Le renard est celui qui pense plus vite que les autres. Et dans les traditions slaves, le renard porte un patronyme. On l'appelle Patrikeyevna, du nom d'un prince médiéval, Patrikei Narimuntovitch, célèbre pour sa ruse politique. Le prénom du prince est devenu synonyme de fourberie, et la renarde en a hérité comme d'un nom de famille. En Russie, dire Patrikeyevna, c'est dire la rusée, celle qui porte la ruse dans son sang. Ce qui me saisit dans ce panorama, ce n'est pas la diversité des récits, c'est leur convergence. Le Japon, la Scandinavie, l'Arctique canadien, la France médiévale, la Grèce antique, la Russie. Des civilisations qui n'ont eu aucun contact entre elles, séparées par des océans et des millénaires, et qui ont toutes vu la même chose dans le même animal. L'intelligence comme arme du faible. La victoire de l'esprit sur la matière. Ce n'est pas une coïncidence culturelle, c'est une lecture indépendante et répétée d'un comportement réel. Et ce comportement réel, aujourd'hui, ne se déploie plus seulement dans les forêts et les mythes. Il s'observe chaque nuit dans les rues de Londres, de Berlin et de Tokyo, où le renard a accompli une transformation que personne n'avait prédite. 150 000. C'est le nombre estimé de renards vivant dans les rues, les parcs et les jardins du Grand Londres. Plus que dans n'importe quelle forêt d'Europe occidentale de superficie équivalente. La capitale britannique abrite la population de renards urbains la plus dense et la mieux étudiée au monde, et ce qu'elle révèle sur la capacité d'adaptation de cet animal dépasse ce que les zoologues imaginaient il y a encore 30 ans. Mais cette cohabitation massive entre un prédateur sauvage et une métropole de 9 millions d'habitants pose une question que personne n'a encore tranchée. Les renards urbains sont-ils en train de se domestiquer eux-mêmes? Commençons par ce que l'on observe. Le renard londonien se comporte différemment de son cousin rural. Il tolère la présence humaine à une distance d'environ 2 mètres sans réaction de fuite. Il traverse les trottoirs sans hâte, passe sous les réverbères, longe les façades. Les chercheurs qui les étudient peuvent s'en approcher à portée de bras sans déclencher la moindre alerte. Ce n'est pas de l'apprivoisement individuel, c'est un trait de population. Les renards nés en ville, de parents nés en ville, de grands-parents nés en ville, ont progressivement abaissé leur seuil de peur face à l'humain. La tolérance est installée sur plusieurs générations, exactement comme elle s'installe dans un processus de domestication. Et puis il y a les crânes. Des mesures comparatives entre les crânes de renards urbains et ruraux de Grande-Bretagne ont révélé des différences morphologiques apparues en quelques décennies seulement. Les renards urbains présentent un museau plus court, des yeux plus écartés, un crâne légèrement plus compact. Ce sont des modifications subtiles, mais leur direction est troublante. Elles suivent le même schéma que les changements observés chez les animaux domestiques par rapport à leurs ancêtres sauvages. Le chien a un museau plus court que le loup. Le chat domestique a un crâne plus compact que le chat sauvage. Le renard de Londres commence à ressembler, dans sa géométrie crânienne, à un animal en cours de domestication. C'est exactement ce qu'un généticien soviétique avait prédit 60 ans plus tôt. Novosibirsk, 1959. Dimitri Belaïev, généticien à l'Institut de cytologie et de génétique de Sibérie,
commence une expérience qui va durer plus longtemps que sa propre vie. Il prend des renards argentés issus d'élevage à fourrure et commence à les sélectionner selon un critère unique: la docilité envers l'homme. À chaque génération, il ne garde comme reproducteurs que les individus les moins craintifs, les plus curieux, les plus tolérants au contact humain. Rien d'autre. Pas de sélection sur la couleur, la taille, la forme des oreilles, uniquement le comportement. Les résultats arrivent vite, trop vite. Au bout de 10 générations, environ 12 ans, une partie des renards cherche activement le contact avec les humains. Au bout de 20 générations, ils remuent la queue à l'approche d'un soigneur. Au bout de 40, ils lèchent les mains, gémissent lors des séparations, appellent les humains par des vocalisations spécifiques. Mais voici ce que Belaïev n'avait pas anticipé. En même temps que le comportement changeait, l'apparence se transformait. Les oreilles se sont mises à tomber, la queue s'est enroulée. Des taches blanches sont apparues sur le museau et le corps. Le pelage a changé de texture, le crâne s'est raccourci, le cerveau a diminué de volume. Tout cela sans la moindre sélection sur l'apparence, uniquement par le comportement. Imaginez un instant que vous choisissiez des gens uniquement sur leur caractère aimable, génération après génération, et qu'au bout de 40 générations, leurs cheveux changent de couleur, leurs oreilles changent de forme et leur visage se modifie. C'est absurde à l'échelle humaine. C'est exactement ce qui s'est produit chez les renards de Belaïev. L'explication aujourd'hui la plus répandue implique les cellules de la crête neurale. Ces cellules embryonnaires migrent dans l'organisme pendant le développement fœtal et participent à la formation du système nerveux, des glandes surrénales, de la pigmentation du pelage, du cartilage des oreilles et de la structure du crâne. En sélectionnant des animaux moins craintifs, Belaïev sélectionnait involontairement des individus dont les glandes surrénales produisaient moins de cortisol, l'hormone du stress. Et comme les glandes surrénales, la pigmentation et le cartilage des oreilles dépendent tous des mêmes cellules de la crête neurale, modifier l'un entraîne la modification des autres. Tirez un fil et tout le tricot se défait. Ce phénomène porte un nom, le syndrome de domestication. Les mêmes traits, oreilles tombantes, taches claires, queue enroulée, crâne raccourci, cerveau réduit, se retrouvent chez tous les animaux domestiques, sans exception. Chiens, chats, porcs, vaches, chevaux, chèvres, Belaïev a montré que la docilité seule suffit à déclencher le processus entier. L'expérience continue aujourd'hui, plus de 65 ans après son lancement. C'est la plus ancienne expérience de domestication en cours dans l'histoire des sciences. Et les renards de la 60e génération se comportent, à bien des égards, comme des chiens. Ce qui m'a personnellement le plus marqué dans cette histoire, ce n'est pas la transformation elle-même, c'est la vitesse. Quelques décennies, c'est un battement de cils à l'échelle de l'évolution. Et cela signifie que le processus qui a transformé le loup en chien n'a peut-être pas pris les milliers d'années que l'on imaginait. Revenons à Londres. Les renards urbains ne sont sélectionnés par personne, mais la ville elle-même exerce une pression. Les renards les plus craintifs fuient les zones denses et survivent moins bien. Les plus tolérants restent, se reproduisent, transmettent leur tempérament. Génération après génération, la population urbaine dérive vers la docilité. Les crânes changent, le comportement change. Le parallèle avec Novosibirsk est saisissant, avec une différence fondamentale. Chez Belaïev, un humain choisit. En ville, c'est l'environnement qui choisit. Le résultat commence à se ressembler. Mais le renard urbain n'est pas seulement un sujet d'étude fascinant. Il est aussi un animal vulnérable, exposé à des menaces que la forêt ne connaît pas et dont certaines ont failli effacer des populations entières en quelques saisons. Et c'est peut-être dans cette fragilité que se révèle le mieux la véritable nature du lien entre le renard et l'homme. Forêt de feuillus, fin d'automne. Une renarde se tient au-dessus d'un petit corps immobile. Un renardeau, mais au printemps, mort dans la nuit. Elle le pousse du museau, le renifle longuement, reste debout, sans bouger, pendant plusieurs minutes. Puis elle s'éloigne. 1 heure plus tard, elle revient, renifle de nouveau, reste encore, repart. Ce manège dure 2 jours. Le 3e jour, elle ne revient plus.
Les biologistes qui ont observé ce comportement chez plusieurs espèces de renards évitent le mot deuil. Ils parlent de comportement exploratoire prolongé face à un congénère inactif. Mais l'évitement du mot ne change rien à ce que l'on voit. La renarde ne traite pas son petit mort comme un objet inerte. Elle ne l'abandonne pas immédiatement. Elle revient, vérifie, attend. Que vérifie-t-elle? L'hypothèse la plus mesurée est qu'elle ne comprend pas la mort comme un état permanent. Elle connaît l'immobilité, le sommeil, la maladie, l'immobilité tonique qu'elle-même pratique. Elle connaît des créatures qui cessent de bouger, puis bougent de nouveau. Alors elle vérifie. Et quand l'odeur commence à changer de manière irréversible, quand la signature chimique du vivant disparaît, elle cesse de venir. Ce n'est pas du chagrin au sens humain. Mais dire que ce n'est rien, c'est ignorer les données. Les zoologues qui étudient ces comportements utilisent une formulation prudente. Un comportement évoquant un processus de séparation, dont la nature émotionnelle reste discutée. Ce qui n'est pas discuté en revanche, c'est que le renard vit dans un réseau de liens. Des liens de couple, de parenté, de voisinage, de coopération. Ces liens exigent de la mémoire, de la reconnaissance individuelle, de la communication. Et lorsqu'ils se rompent, quelque chose se passe qui n'est pas réductible à un simple réflexe. Arrêtons-nous ici sur la fragilité de cet animal que l'on croit invincible. Le renard roux n'est pas menacé en tant qu'espèce. Sa population mondiale est vaste et stable. Mais les individus, eux, meurent vite et souvent. Le sarcopte de la Galle détruit le pelage en quelques mois. Un renard sans fourrure en janvier, c'est un animal condamné. Il ne conserve plus sa chaleur, ne chasse plus efficacement, perd son camouflage. Dans les villes, des épidémies de Galle sarcoptique ont décimé des populations entières en une saison. Puis les survivants, porteurs d'une immunité partielle, ont reconstitué les effectifs. C'est un cycle brutal, mais c'est ainsi que fonctionne la sélection dans un milieu dense. Le renard a aussi été l'un des principaux réservoirs de la rage en Europe. C'est un fait que l'on préfère oublier, mais qui a marqué profondément l'histoire sanitaire du continent. Dans les années 1990, l'Allemagne, la France et la Suisse ont lancé un programme sans précédent. Des appâts contenant un vaccin antirabique ont été largués par hélicoptère au-dessus des forêts, par centaines de milliers. Les renards les trouvaient, les mangeaient, et s'immunisaient sans qu'aucune main humaine ne les touche. En 15 ans, la rage vulpine a pratiquement disparu d'Europe occidentale. C'est l'un des succès les plus spectaculaires de la vaccination de masse chez un animal sauvage. Le renard n'a jamais su qu'on le vaccinait. Il a simplement trouvé de la nourriture dans la forêt, comme chaque jour. Et puis, il y a la menace la plus silencieuse. Le réchauffement climatique repousse les isothermes vers le nord. Le renard roux, adaptable, suit. Il s'installe dans des territoires autrefois trop froids pour lui. La toundra du Canada, de l'Alaska, de la Sibérie. Et là, il rencontre le renard polaire. Plus petit, plus léger, incapable de rivaliser. Le renard roux le déplace. Pas par agression directe, mais par compétition. Il mange les mêmes proies, occupe les mêmes terriers, et il est plus grand. Le renard polaire recule. Imaginez un locataire qui arrive dans un immeuble et qui, simplement en occupant plus d'espace et en mangeant plus vite, pousse son voisin vers la porte. Le réchauffement climatique ne menace pas le renard roux, il le favorise. Mais ce qui favorise le renard roux menace le renard polaire. L'adaptabilité de l'un devient la vulnérabilité de l'autre. Son museau lie le monde à travers 40 cm de neige. Son cerveau fabrique des leurres pour tromper un prédateur 3 fois plus lourd. Son corps simule la mort pendant 2 heures sans qu'un muscle ne tressaille. Sa mémoire stocke l'emplacement de dizaines de caches avec leur contenu exact. Et quand il a fini de chasser, de tromper, de survivre, il pousse un caillou sur un lac gelé, simplement parce que le caillou glisse. Il n'est pas le plus fort, il n'est pas le plus rapide. Il est celui qui trouve toujours une solution. Si un jour vous traversez un parc à la tombée du jour et qu'une forme rousse s'arrête à quelques mètres de vous, ne bougez pas. Ne la regardez pas dans les yeux. Restez simplement là, immobile,
le temps de 3 respirations. Il y a des chances qu'elle reste aussi. Elle vous a déjà vu avant que vous ne la voyiez. Elle a déjà senti votre odeur, évalué votre démarche, décidé que vous n'étiez pas une menace. En ce moment précis, derrière ses yeux ambrés, un cerveau de 53 grammes traite plus d'informations sur vous que vous n'en traiterez jamais sur elle. Merci d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Si cette heure passée en compagnie du renard vous a appris quelque chose que vous ne soupçonniez pas, un pouce vers le haut et un abonnement à Planète Animal m'aideront à continuer ce travail. Un autre animal vous attend déjà dans le prochain film, et je crois qu'il va vous surprendre au moins autant.